parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. La série d'aujourd'hui s'appelle Star Trek Picard. Elle a été créée par Alex Kurtzman. Elle est diffusée à la télévision depuis le 23 janvier 2020 aux États-Unis sur le CBS All Access. J'en ai parlé dans ma critique de Star Trek Discovery. C'est le fameux système qui permet aux gens de choisir entre la diffusion télé qui est une semaine après l'autre, si je dis pas de bêtises, et le système All Access qui est comme un Netflix parallèle, donc les systèmes de streaming qui permet de binge-watcher la série d'un coup, de tout regarder d'un seul coup ou dans le rythme qu'on le souhaite. Et dans le reste du monde, Star Trek Picard est donc diffusé grâce à Amazon Prime Video et a donc été vendu en France comme une série originale Amazon Prime. Mais techniquement, c'est une création CBS All Access. C'est exactement la même chose qui s'est produit sur Star Trek Discovery et on sent qu'il y a eu un multi-deal entre guillemets pour ces deux séries avec Amazon Prime, et je spoil tout de suite, vu le succès des deux séries, c'est pas les dernières séries Star Trek qu'on va avoir, il me semble. Ça a l'air de vouloir plutôt pas mal se développer. Donc voilà, j'avais dit que je vous parlerais. Oui, je tiens à le dire, je l'ai vu à la télévision en version française. J'ai eu un épisode en version originale, je sais pas comment ça s'est passé, mais il était très intéressant, donc je tiens à être clair, entre version française et version originale, il n'y a pas de débat, c'est bien dans les deux cas. Voilà, bon, ça fait des critiques très très longues, à la semaine prochaine, salut. Bon, tout ça pour dire, j'avais dit que j'en parlerais après Star Trek Discovery, que j'étais quelque part intéressé de voir ce que ça pourrait donner cette série Star Trek Picard, puisqu'elle intronise le retour de Patrick Stewart dans le rôle de Picard, Jean-Luc Picard, plusieurs années après la fameuse série Star Trek The Next Generation. Pas forcément une série que j'ai suivie personnellement, honnêtement, j'étais assez loin de ça. J'avais vu les films que j'avais trouvé pas mal. J'avais trouvé le Star Trek Nemesis assez naze, mais First Contact était très sympathique. Et comme par hasard, cette saison s'inspire beaucoup plus de Star Trek First Contact. Premier contact en France. Donc, quelle surprise. Je vais quand même faire un petit tour sur les créatifs dont j'ai déjà parlé, mais je veux quand même le souligner. Le créateur dédié dont on met le nom partout sur la série, c'est Alex Kurtzman. Alex Kurtzman, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est notamment celui qui a participé à la création de Star Trek Discovery, en étant clairement un des grands artisans de la création de cette série. Oui, il y a mon bébé qui est en guest, hein, donc c'est comme ça. Je vais essayer de faire court et j'espère que ça vous dérangera pas trop, veuillez m'en excuser. Tout ça pour dire... donc Alex Kurtzman, filmographie assez prolifique, producteur, réalisateur un petit peu, mais surtout scénariste, qui a notamment bossé avec notre copain J.J. Abrams, hein, beaucoup sur les séries comme Alias, entre autres. J'avais fait un point sur sa filmographie dans ma critique sur Star Trek Discovery que vous trouverez dans les liens de cette vidéo, donc je ne vais pas tout refaire, mais grosso modo, il est sur la série Star Trek depuis J.J. Abrams. Alex Kurtzman qui a donc participé beaucoup à l'univers Star Trek depuis J.J. Abrams et qui s'en est affranchi pour faire un petit peu ses trucs de son côté, tenter notamment le scénario de la fameuse momie, la calamité avec... Tom Cruise, j'en parlerai à l'occasion, je dis calamité, c'est un peu facile, et qui donc est embarqué sur Star Trek Discovery et Star Trek Picard. Mais il n'est pas seul, puisqu'à l'écriture et à la création de la série, on a aussi Akiva Goldsman. Akiva Goldsman, grosse carrière aussi, un monsieur qui est là depuis un paquet de temps dans le cinéma hollywoodien, producteur, scénariste, plutôt... réalisateur aussi, mais plutôt connu comme scénariste. Effectivement aussi Akiva Goldsman, je vais vous donner un petit peu ses films. On a grosso modo Le Client, déjà à l'époque, qui était plutôt un bon film, Batman Forever, Batman et Robin, donc pas que des réussites, on est d'accord, hein. Perdu dans l'espace, oh mon Dieu. iRobot, il y a pas mal iRobot, faudrait que j'en parle à l'occasion. Alex Proya, réalisateur qui est un peu trop sous-estimé. Le Da Vinci Code, oh mon Dieu, je suis une légende, pas mal. Enfin bref, vous voyez le genre, quoi. Il a une grosse carrière derrière lui. Il a bossé aussi sur la série Fringe. Donc il faudrait que je parle à l'occasion pour voir sur les films, Divergente, sur le premier Divergente notamment, et donc grosse filmographie, hein, tout simplement en tant que scénariste, et donc il est présent à la création de la série Star Trek Picard, à la réalisation de certains épisodes et à la rédaction du scénario. On a aussi en parallèle de lui, et je tenais à en parler aussi, deux personnes qui ont moins d'expérience, qui sont moins connues qu'Alex Kurtzman et Akiva Goldsman, mais qui ont participé, comme Michael Chabon, qui a visiblement une carrière beaucoup plus longue que ce que j'aurais cru. Je ne connaissais pas
de nom, mais scénariste qui a eu sa petite carrière à Hollywood, notamment en participant, si je dis pas de bêtises, au scénario de Spider-Man 2, et ouais, à l'époque, entre autres, il a aussi écrit le scénario de John Carter from Mars, film injustement, c'est pas injustement, mais qui a été un petit peu torpillé par Disney lui-même, j'en parlerai à l'occasion, c'est une histoire assez folle. Bref, et qui sera embarqué sur l'adaptation cinéma de Mask, la fameuse série, vous savez, Mask Mobile Armored Strike Command. Mon Dieu Seigneur, si vous avez jamais vu par exemple l'épisode du joueur du grenier là-dessus sur Mask, vous allez beaucoup rigoler. Bref, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour dire, c'est dans la série des adaptations live façon G.I. Joe, hein, qui ont des fortunes diverses, je vous en parlerai peut-être à l'occasion. Donc Michael Chabon. Et si je dis pas de bêtises, on a encore quelqu'un, mais je ne trouve plus. C'est une jeune femme qui était à la création aussi de la série et une grande partie de la gestion de l'écriture. Kirsten Beyer, qui a essentiellement travaillé, dont c'est les premiers tafs sur Star Trek Discovery et Star Trek Picard. Donc, Star Trek Picard qui part avec un plutôt beau casting à la production, et à l'écriture, sachant que j'ai déjà fait dans ma critique un petit retour sur le travail d'Alex Kurtzman, notamment pour Star Trek Discovery saison 1 et surtout saison 2, hein, puisque le co-créateur de la série de Star Trek Discovery avait quitté le navire, je crois, en fin d'écriture de la saison 2. Et ça se sentait, je vous renvoie à ma critique complète de la saison 1, à mes critiques complètes des saisons 1 et 2, et donc encore embarqué sur une autre série, Star Trek Picard. Star Trek Picard, qui avait la chance de voir le retour donc, de Patrick Stewart, en tant aussi que producteur exécutif, et quelque part, je dirais pas que ça se sent, mais c'est clairement géré. Il faut bien comprendre que, si je dis pas de bêtises, notre bon ami Patrick Stewart a les 80 ans tassés, je crois qu'il a 78 ou 82 ans, je sais plus, enfin, plutôt âgé le garçon, et en l'occurrence, envisager de faire des séries avec lui, de porter des séries sur son nom, maintenant c'est un risque, je caricature, on n'espère pas qu'il meure le mec l'année prochaine, mais voilà, les temps sont durs, comme on dit, le coronavirus s'attaque essentiellement aux personnes âgées, par exemple, je donne un exemple comme un autre, mais c'est pour dire, c'est toujours un pari de se dire bon, on va partir sur une série en plusieurs saisons avec un acteur principal plutôt âgé. Et je vais peut-être faire une petite partie spoiler pour parler de ça. Oui, excusez-moi, il y a de la musique derrière moi, il y a ma petite fille qui est en train de regarder la version live de Aladdin, qu'il serait temps que je regarde de Guy Ritchie pour vous parler encore d'un film de Guy Ritchie. Vous allez dire que je suis une fangirl. Et vous avez peut-être raison. Je l'aime bien, moi, Guy, c'est un beau blond. Il a été avec Madonna, il y a pire comme chasse. Hein. Alors, je sais pas s'il est bi. Mais vu qu'il a l'air assez cool, groovy, qu'il a une fascination pour les beaux mecs aussi dans ses films, pourquoi pas. J'ai jamais dit que j'étais un beau mec. Voilà. Donc hashtag allez vous faire loutre, comme on dit dans The Good Place. Tout ça pour dire, série pour le coup, avec une certaine hype, et qui est arrivée du coup sur nos écrans en ce début d'année 2020, et que j'ai pu voir en entier. Ce ne fut pas facile. Je vais pas dire que c'était entre guillemets désagréable, mais ce ne fut pas facile, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et ben maintenant il va peut-être mourir, et tous nous soulager d'un poids. En 2385, soit 2 ans avant la destruction de la planète Romulus par une supernova, le commandant Picard a essayé d'engendrer Starfleet, à aider la population romulienne à quitter sa planète en destruction et à les amener vers grosso modo des planètes safe. Le problème, c'est qu'en parallèle, une insurrection de synthétiques a provoqué la destruction de Mars, si je ne dis pas de bêtises, et donc très vite, en parallèle, Starfleet a choisi de se séparer et de ne pas prendre le risque d'aider la race romulienne parce qu'ils avaient peur, grosso modo, que les Romuliens se retournent contre eux et que la situation s'aggrave. Il y a grosso modo une partie des races conciliennes de Starfleet qui a considéré que les Romuliens étaient surtout une menace et ne voulait donc pas prendre le risque de les aider pour se faire ensuite éradiquer par eux. Voilà, donc ces deux histoires en parallèle ont mené Picard à quitter littéralement Starfleet, à partir grosso modo à la retraite. Enfin, il n'a pas quitté Starfleet, il a démissionné. Il est parti à la retraite. Et au début de la série, c'est devenu un petit peu une caricature de lui-même. C'est un bon vieux gars qui écrit des bouquins, ainsi de suite. Qui écrit des bouquins que personne ne lit, comme il le dit lui-même. Jusqu'au jour où une jeune femme vient le chercher en lui disant qu'elle ne sait pas pourquoi elle a un message mémoriel de lui dans sa tête et qu'elle doit venir lui demander de l'aide parce qu'il y a des Romuliens qui ont essayé de l'attaquer et qui ont notamment tué son petit copain devant ses yeux. Donc elle est sous le choc, mais très très vite,
Picard reconnaît en elle les traits de son fidèle androïde Data, qui était son meilleur ami et qui s'est sacrifié pour lui. Il comprend très très vite que cette jeune fille n'est autre que la descendance de Data et qu'il va devoir l'aider à résoudre le mystère de son existence et à savoir pourquoi les Romuliens la pourchassent ainsi. Ouais, je sais, ça c'était du pitch violent. Alors on va commencer comme d'habitude avec, pour les séries Star Trek, je l'ai déjà dit sur Star Trek Discovery et Star Trek Picard, je vais faire la même chose. Le décor, alors honnêtement, le niveau de production est assez élevé. J'ai trouvé globalement que c'était très réussi. On a vraiment une remise à jour digne des films de l'univers de Star Trek. Je soulignerai que dans cette série-là, contrairement à Discovery, qui a plus d'épisodes aussi, plus de personnages, donc c'est un peu plus compliqué, j'imagine, en termes de production, on a des batailles spatiales qui font très, film à l'ancienne, avec bruit de laser et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? On en rajoute un max, mais les différentes, je trouve, batailles spatiales sont de qualité. J'ai vu beaucoup d'effets qui m'ont paru très réussis. Ouais, je parle un peu plus des effets spéciaux là, mais vous allez comprendre où je veux en venir. J'ai réussi à croire très très vite à la vérité du vaisseau, notamment qu'ils ont, qui est le vaisseau du capitaine Rios, qui s'appelle le Sirena. Et c'est très réussi, je trouve, ça donnait beaucoup de corps à la série, d'avoir des vaisseaux dans lesquels j'ai pu, pour une fois dans les Star Trek, vous savez, j'avais expliqué que même si j'aimais bien le principe de Discovery, d'avoir des pièces plutôt confinées, et de jouer un peu sur ce côté, voilà, ils sont tous ensemble, mais on sent le côté physique, le vaisseau ne devait pas être trop grand, comme dans les films de J.J. Abrams, où vraiment on avait vraiment cette sensation d'immensité dans l'Enterprise. Là, on a quelque chose de beaucoup plus humain, et j'ai trouvé ça aussi réussi dans Picard avec le Sirena, dont on comprend clairement la construction, on voit qui est où, c'est pas très complexe. Est-ce que ça dessert un peu le sens de la série ? J'en reparlerai après, puisqu'il y a toujours ce thème de l'équipage, de la famille qui revient, et qui est donc un thème principal des univers Star Trek, et qui est très présent ici, évidemment avec un Picard vieillissant qui amène pas mal de gens avec lui, simplement sur son charisme et ainsi de suite, j'en reparlerai après. Tout ça pour dire, c'est un premier bon point pour la série. J'ai vraiment vu des scènes de bataille spatiale que j'ai trouvées lisibles, intéressantes. Il y a des effets tout bêtes, c'est vraiment, ils se sont clairement inspirés de films de bataille en avion, et puis ça joue à fond sur les effets de bruitage assez drôles, assez kitsch. On a pas mal rigolé avec ça avec ma compagne devant, vous savez, les fameux donc dit comme ça a l'air un peu kitsch, mais non, je trouve franchement que c'est une des qualités de la série. Les batailles spatiales sont de qualité, mis à part dans le dernier épisode, où ça part un peu en vrille, mais je parlerai un peu de ça dans la partie, si je fais une partie spoiler, je sais pas encore, on va voir ça. Tout ça pour dire, on a au final, en termes d'effets spéciaux, bah oui, j'ai fait plutôt un point sur les effets spéciaux, de la bonne qualité au niveau 3D, des effets spéciaux de qualité. J'ai trouvé encore une fois ce niveau humain du Sirena c'est un bon hub, une bonne plateforme centrale de la série. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Globalement, à ce moment-là, c'est cool. Par contre, au niveau effets spéciaux, je tiens quand même à souligner que j'ai trouvé les maquillages, notamment des Romuliens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé des oreilles trop grandes. Alors, j'imagine que c'est en référence à la série. Ça m'avait pas choqué à ce point-là dans Star Trek Discovery. Alors, je sais pas si c'est mieux modéré, j'en sais rien. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a laissé un petit peu... J'ai trouvé que ça m'a vraiment choqué. Il y a vraiment beaucoup de séquences avec les Romuliens. Je me suis dit, mais ils ont des oreilles immenses. J'ai pas compris, honnêtement. Donc, ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de mesure à cet endroit-là. Après, à la décharge de la série, et je reviendrai là-dessus après, la série mélange non pas seulement des choses de l'univers des séries de Picard, mais d'autres séries aussi, de Star Trek Voyager aussi, de l'univers des films, donc notamment de l'histoire autour des Borg, qui était aussi dans la série de Star Trek Voyager, bref. Donc Star Trek, c'est très dense, il y a quand même, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 séries au minimum de tête. On a les séries avec Kirk, donc les Enterprise, ensuite on a les Voyager, on a Next Generation, on a Deep Space Nine, enfin ouais, il y a vraiment beaucoup de séries différentes, donc c'est globalement très dense, et c'est un peu difficile de réunir tous ces univers-là, notamment puisqu'ils font intervenir comme personnage visiblement récurrent de la série, clairement, un personnage qui vient de la série Voyager, dont je vous parlerai après. Et je sais pas comment ont réagi les fans, mais moi, quand j'ai cherché des infos dessus, j'étais un petit peu en mode « Ah ouais, ok, d'accord. » Bon, je vais vous parler après de la fameuse Seven of Nine. Bref, tout ça pour dire, à part ces effets de maquillage-là, j'ai trouvé la série plutôt bien modérée. On est dans l'univers Star Trek un peu plus frontalement, je sais pas comment dire ça, mais j'ai trouvé que c'était pas kitsch, mais un peu plus bon enfant, un peu moins pas pessimiste, mais un peu moins sombre que Star Trek Discovery.
Et c'est dommage. Je trouve que ça rend du coup l'univers, ça renvoie l'univers un petit peu à son kitsch. On a notamment des ficelles scénaristiques, je critiquerai le scénario après, qui sont vraiment très grosses et qui là font un peu de mal à la série. Là où, comme je disais dans ma critique de Star Trek Discovery, il y a des petites choses qui passent en termes de... Vous savez, c'est du blabla pseudo-scientifique, plus ou moins adapté de théories actuelles et poussé un peu à leur extrême, un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment, un peu à la sauce scénariste qui sait pas faire des maths. Mais il faut être honnête, hein. Mais grosso modo, là, ils essayent même plus à un certain point. J'en parlerai, et c'est peut-être... Je crois que ça va pas aider la série à gagner en vraisemblance. Même s'il est clair que les thèmes de la série sont les émotions, les personnages, et qu'au final, le blabla technologique n'a pas plus d'intérêt que ça. C'est beaucoup moins central, beaucoup moins important que dans Star Trek Discovery et la fameuse théorie de déplacement dans l'espace à l'aide des spores. Je vous laisse découvrir Star Trek Discovery, qui est vraiment une bonne série. Matez au moins la saison 1, si vous n'avez pas regardé, c'est vraiment du bon taf. Bref, on va s'arrêter là sur les effets spéciaux. Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Et on va revenir sur les décors. Encore une fois, je trouve les décors du vaisseau réussis. Je vais pas faire long parce que j'en ai parlé là en croisé dans les effets spéciaux. J'ai trouvé les différentes planètes plutôt intéressantes. Ils se sont pas cassés la tête, hein. On est vraiment dans je trouve globalement des planètes, globalement c'est désertique avec un village au milieu. Ils se sont pas trop cassés la tête à recréer des civilisations entières. On sent que les moyens de la série ont été mis beaucoup dans les effets spéciaux de bataille spatiale et aussi dans les débuts de la série où ils vont grosso modo au commandement de Starfleet ou dans le vignoble de Jean-Luc Picard. Donc tout ça pour dire... On sent quand même que c'est propre, c'est ça que je veux dire. Et j'insiste là-dessus, c'est des séries à effets spéciaux, c'est difficile de faire du travail propre. Vous pouvez aller écouter ma critique notamment de The Doom Patrol, série que vous devez absolument regarder, et que vous avez déjà regardé évidemment, puisque vous êtes des fans. Non, je déconne, mais sans blague, regardez Doom Patrol, c'est vraiment bien. J'ai fait une critique là-dessus où je vous explique en détail pourquoi. Il faut la regarder et ce qu'il faut, sur les choses sur lesquelles il faut un peu fermer les yeux pour pouvoir apprécier la série. Mais je parle notamment de cette nuance et de cette qualité à trouver dans les moyens techniques et les effets spéciaux, cette mesure qui fait qu'une série coûterait beaucoup trop cher pour être au niveau d'un film de cinéma. Donc il faut modérer, trouver des feintes et machin. Et c'est toujours délicat de trouver cet équilibre-là entre moyens quelque part plus réduits. En fait, grosso modo, on a le budget d'un film, je caricature, voire même moins, pour faire 12 heures de film. C'est ça un petit peu le pari des séries télé. Et en l'occurrence, je trouve que Star Trek Picard le relève bien. On ne sent pas le côté cheap. Ça devient un peu kitsch par moment parce que la série ne se fatigue plus avec un blabla pseudo-scientifique arrivé à un certain point. Mais... Et on apprécie, on n'apprécie pas. Moi, j'ai tendance à aimer moins, à avoir moins... J'y crois moins quand les scénaristes y croient moins eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, ça me manque. Je trouve dans la résolution, notamment de l'intrigue, je trouve ça un peu trop gros. Mais je trouve que Star Trek Picard s'en sort bien. Et on a de vrais beaux décors, notamment le cube Borg. Je trouve qu'il y a plusieurs moments dans le cube Borg qui sont intéressants. Ça a demandé beaucoup de moyens. Il y a beaucoup, visiblement, de décors. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Là où, encore une fois, les prothèses des Borg sont... En fait, on dirait qu'elles sont posées sur eux. C'est assez maladroit. J'imagine que c'est pour respecter les codes des anciennes séries qui datent quand même des années 90, hein, donc il y a plus de 20 ans, et qui étaient kitsch, oui, c'est peut-être quelque chose, j'aurais dû en parler avant. Je vais faire juste une petite parenthèse nostalgie. J'ai fait le tour sur les décors, hein. Je vais juste faire une petite parenthèse nostalgie pour que vous compreniez où je veux en venir. Parce que dans un an d'ici, les doigts de pied en éventail aux Caraïbes, tu te diras avec un sourire, Marcellus Wallace avait raison. La nostalgie... Non, je déconne, je vais pas chanter, vous êtes fous, quoi. Tout ça pour dire, je m'humilie déjà, c'est comme ça. Les séries Star Trek ou les séries d'effets spéciaux dans l'espace étaient rarement pensées pour être crédibles dans les années 90. Elles étaient pensées pour coûter peu cher, utiliser un maximum des décors, toujours les mêmes. Excusez-moi, il y a ma petite fille qui m'a fait un petit coucou, je lui ai fait un coucou. Tout ça pour dire, c'est des séries qui étaient pensées pour coûter pas cher et proposer du voyage, mais c'était cheap et c'était assumé. L'enjeu, c'était d'avoir un discours de fond. Je vous renvoie vraiment à la série Stargate, qui est franchement pas formidable, hein. J'adore pas du tout, même sur le fond, je la trouve pas formidable. Mais par contre, elle assumait très très bien son thème de fond. Ce qui les intéressait, c'était d'aller sur d'autres planètes pour poser des questions sociales, et ainsi de suite, et il le faisait. Je pense pas que c'était la meilleure dans le genre, mais il le faisait de manière tellement frontale
que dans les dernières saisons, ils font carrément un épisode pseudo-making-of d'une série qui serait adaptée des aventures des personnages de Stargate, donc de Stargate dans Stargate, ce qui est absurde. Mais c'est typique des séries geeks aussi, ça arrive très souvent. Ça arrive dans Sliders, ça arrive dans... Alors si vous connaissez pas Sliders, il y a d'excellentes vidéos dessus. Tiens, je vous les mettrai dans les liens. Il y a un gars qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il fait des critiques de séries télé, mais il va très loin dans les détails, il est très bon. Ah, il faudrait que je vous le remette, excusez-moi, je retrouve plus son nom. Sinon vous avez aussi Monsieur Mea, qui a fait une excellente critique de la série Sliders, qui est très intéressante. Bref, des séries des années 90 qui avaient peu de moyens et qui proposaient du voyage en essayant d'équilibrer un maximum effets spéciaux et moyens techniques très limités. Tout ça pour dire, c'était voulu, c'était les séries Star Trek étaient kitsch, mais elles s'en fichaient parce que ce qui les intéressait, c'était de parler du conflit israélo-palestinien sans le dire, des problèmes raciaux aux États-Unis sans le dire, de la guerre de sécession et de ses répercussions sur l'époque américaine sans le dire, des grandes disparités entre républicains et démocrates, de l'extrémisme blanc américain, mais sans le dire, sans dire aux gens, voilà, on va parler de ça, parce que, voilà, les gens vont dire, non, je veux pas qu'on parle de politique, machin, je veux m'amuser. Donc, sous couvert de faire des choses amusantes, c'était des séries qui, grosso modo, assumaient le fait d'être kitsch. Et on sent dans Star Trek Picard, donc, ce désir, notamment dans le design des Borg, dans les oreilles, comme je disais, des Romuliens, ce genre de choses, dans les costumes, un désir de respecter cet univers. Et donc, il y avait ce désir à la limite d'assumer ce côté kitsch pour parler de choses de fond, et on sent la même chose dans Picard, ce désir de respecter ces anciennes séries. Donc Seven of Nine n'a pas un maquillage remis au goût du jour, on n'est pas au niveau du maquillage, si vous voulez, ou au moins des tentatives ou des choses réussies de Star Trek Discovery. Clairement, Seven of Nine, par exemple, qui est une ancienne Borg, ou qui est une Borg, tout simplement, supposé avoir des parties, biomécaniques en elle depuis des années, depuis qu'elle est toute petite, ou depuis qu'elle est adolescente, je sais plus, elle a été assimilée très jeune à l'univers Borg, je vous passe les détails, c'est une sorte de virus, qui crée des... En fait, ça vous met des parties biomécaniques dans le corps, et vous faites partie du collectif Borg, vous perdez votre identité, blablabla. Je vous passe les détails, c'est très compliqué. Tout ça pour dire, donc elle a été assimilée très jeune, je ne sais plus si c'est quand elle était toute petite ou quand elle était adolescente. Et donc, si c'est supposé faire partie d'elle, il faut être clair. On n'y croit pas 3 secondes à ça, visuellement. Visuellement, non. Il faut que la série le dise, insiste, machin, blablabla. Sinon, honnêtement, c'est pas crédible 3 minutes. Et c'est, je pense, voulu. Je pense vraiment qu'ils ne voulaient pas dénaturer le personnage par rapport à la série Voyager des années 90, début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Pareil pour Picard, ils ne voulaient vraiment pas décaler l'univers d'un seul coup, le rendre kitsch et dire de ces séries, elles sont inutiles à regarder, on remet... Il n'y a pas ce truc, ce désir de reboot pour effacer le passé. Et je pense que c'est une vraie qualité pour les fans notamment, je pense que c'est un truc assez respectueux des gens qui ont aimé les personnages tels qu'ils ont été, de pas complètement les dénaturer, surtout si on reprend les acteurs, parce que ça aussi c'est un truc impressionnant de la série, c'est que c'est les vrais acteurs originaux qui sont revenus pour faire leur rôle et tout. Ça, moi, je ne l'ai pas assez souligné avant, mais c'est une vraie qualité, c'est un taf qu'il faut respecter, parce que c'est pas facile de faire revenir des acteurs des années plus tard, les motiver pour reprendre des rôles qui étaient parfois kitsch, sur lesquels ils n'ont pas construit grand-chose. Patrick Stewart a été un des rares qui a vraiment réussi après Star Trek The Next Generation. La plupart des autres acteurs sont restés à ces rôles-là. Et on fait peu de choses après, il faut être clair. Donc ça pour dire... Je peux donner l'exemple de Brett Spinner qui jouait le rôle de Data et qui joue un rôle dans cette saison-là, qui revient dans le rôle de Data, je vous passe les détails. Il n'a pas fait autre chose, il me semble, de très marquant après Star Trek The Next Generation. Donc tout ça pour dire, dans les effets spéciaux, il y a ce désir-là de respecter un peu ça. Donc c'est kitsch, mais en même temps, c'est aussi un attachement aux séries originales. Donc est-ce que je peux le critiquer ? Oui, parce que moi, ça me fait un peu sortir du truc, mais est-ce que je pense que les gens qui connaissaient les séries à l'époque ont pu s'y réintroduire et y croire un tant soit peu ? Aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour sur cette phase nostalgique, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'identité de cette série-là. On va passer au casting. Ouais, je pense que la meilleure chose, c'est de faire ça. On a vécu un truc miraculeux, et moi, je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Alors, on s'en va ? Donc dans le casting, on a Patrick Stewart, plus besoin de le présenter, Charles Xavier dans la série X-Men, extraordinaire rôle qu'il a mené jusqu'à son terme avec panache dans le film Logan, que je vous conseille de voir encore une fois en noir et blanc, formidable film. Et donc le rôle de Jean-Luc Picard, qui est son deuxième rôle le plus connu, qui est sa plus grande réussite de télévision, et il est
impeccable dans le rôle, tout simplement, parce qu'il connaît le personnage, parce qu'il est bon, même si sur certains plans, il a vieilli un peu, et des fois j'avais du mal à comprendre son émotion. Alors est-ce que c'était la fatigue du tournage, est-ce que c'était tout à fait possible, hein, mais en tout cas c'est un peu bizarre par moment. Je l'avais pas dit dans mon pitch, mais le commandant Picard va bien sûr réunir un équipage. Starfleet va l'envoyer bouler parce que dans la première épisode, il fait une interview et il critique beaucoup la décision que Starfleet avait prise concernant Romulus, dont je vous ai parlé dans la décision de ne pas évacuer Romulus ou de l'évacuer très partiellement. Et donc, il fait une interview où il critique beaucoup ça, je vous passe les détails du pourquoi, du comment, vous découvrirez pourquoi. Et donc, il réunit un équipage, et tout le travail de la réunion de l'équipage est plutôt intéressant, puisque on va voir des personnages, on va notamment avoir Alison Peel qui va jouer le personnage du docteur Agnès Jurati, qui vient parce que c'est une fan de grosso modo d'intelligence artificielle, ainsi de suite, et quand Picard lui parle d'une androïde qui est quasiment humaine, qui sait même pas qu'elle est androïde, forcément ça la fascine et elle veut monter avec eux, elle s'impose un peu grosso modo dans l'équipage, donc, et ça devient un personnage plutôt intéressant, je veux vraiment pas spoiler du coup, puisqu'elle aurait travaillé notamment avec le docteur qui aurait créé ces androïdes-là, et donc ils veulent aller qui s'appelle le docteur Maddox, et Picard veut le retrouver. On a aussi Michelle Hurd dans le rôle de Raffi Musiker. Raffi c'est le dernier, grosso modo, numéro 1, c'est-à-dire commandant second du dernier vaisseau de Picard. Et donc, quand lui démissionne, elle est virée de Starfleet, elle le vit très très mal, ce qui fait qu'au début de la série, elle lui en veut beaucoup. C'est pas mal, c'est écrit intéressant. Elle aussi, elle a une histoire familiale intéressante. Mais je reviendrai dessus, je veux vraiment pas spoiler, parce que je veux vous laisser la possibilité de regarder la série, mais je vais être plus clair dans ma critique après. On a notamment Evan Evagora qui joue Elnor, un jeune Romulien que Picard avait pris en affection et avec qui il donnait des leçons d'escrime, enfin c'est très mignon, et qu'il retrouve donc plusieurs années plus tard. À partir du moment où Starfleet a décidé de plus évacuer Romulus ou de les laisser, Picard les a plus ou moins abandonnés, ce qui ressemble pas beaucoup au personnage. Ça c'est quelque chose de difficile à expliquer dans la série, mais je reviendrai sur le scénario après, sur les incohérences de ton et d'écriture qui sont étranges dans la fondement de la série. J'expliquerai un petit peu tout ça après, vous comprendrez. Et donc, Evan Evagora joue Elnor, personnage vraiment intéressant, puisque c'est un jeune Romulien qui a été élevé sur une règle qui fait qu'il dit toujours la vérité. Il dit ce qu'il pense, frontalement, il n'y a pas de filtre social. Et pour le coup, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Le fait que Picard soit plus ou moins son père est une belle idée. Et je trouve qu'ils ont un beau rapport avec Patrick Stewart, ça marche vraiment bien. C'est un personnage très beau. Alors bon, ils ont rajouté les éléments qui vont dedans. C'est probablement un des meilleurs bretteurs de toute la galaxie. Blabla. Vous savez comment c'est, on monte un équipage, il faut qu'ils soient un peu exceptionnels, sinon ça a tendance à être un peu moins intéressant. Même si je pense qu'il ferait mieux de le prouver, de le montrer un peu à la manière de Star Trek Discovery plutôt que de le dire, mais bon, la série n'a que 10 épisodes et elle brasse tellement de choses que c'est un de ses problèmes notamment, j'en reparlerai. Mais en tout cas, Evan Evagora, j'ai trouvé qu'il assurait bien ce rôle, même si on a ce fameux problème, comme je disais, des oreilles un peu trop grandes, des sourcils que je trouve bon. Les maquillages, j'ai vraiment eu du mal pendant cette série. Voilà. Et je finirai le casting par mon copain Santiago Cabrera, qui est un acteur notamment, ma compagne a regardé sa filmographie et m'a dit que c'était lui qui joue notamment Isaac Mendes dans la série Heroes. Décidément série sur laquelle il faut que je vous fasse un podcast, parce que je l'ai vu en entier. J'ai pas vu Heroes Reborn. Tiens, il faudrait que je regarde la suite qu'ils ont essayé de faire il y a 2 ou 3 ans qui n'a pas marché du tout, Heroes Reborn. Et je vous parlerai de toute la série Heroes, qui est un phénomène très intéressant pour réfléchir sur les séries, et notamment sur l'aventure humaine que ça a été, je vous en reparlerai. Parce que ça a été un phénomène assez dingue, Heroes. Je pense pas qu'on s'en rende compte aujourd'hui. Tout ça pour dire Santiago Cabrera qui joue le rôle du capitaine Rios, donc c'est lui qui a le fameux vaisseau, le Sirena. Et un des éléments très fun de l'écriture était qu'il y a des hologrammes qui en fait sont physiques. Hein. Je sais pas comment ça marche, mais c'est des hologrammes qu'on peut toucher. Donc, j'ai pas trop compris ça d'ailleurs dans la série. Qui, grosso modo, sont l'équipage. Donc on a notamment un hologramme qui pilote le vaisseau, un autre qui est le médecin, un autre qui est l'ingénieur, un autre qui est le mécanicien. Je crois que grosso modo c'est ça. Hein. Je vais expliquer après pourquoi ça marche pas très bien, mais l'idée est très bonne. Et en fait, tous ces hologrammes sont des parties de la psyché du capitaine Rios, et ils sont tous joués par Santiago Cabrera. Et l'idée est très sympa, puisque ça donne lieu notamment à des scènes où on les voit tous ensemble, où on voit le rapport que Rios a avec ses hologrammes, et les hologrammes ont aussi des rapports avec les autres personnages, même s'ils ont une connaissance, entre guillemets, limitée. Et il y a beaucoup de séquences qui sont très sympathiques à cause de ça, notamment parce que le pilote
Le copilote hologramme est un espagnol, et donc il parle qu'en espagnol avec Rios. Et c'est un mec un peu plus, il a les cheveux lâchés, il est un peu plus je m'en foutre et tout ça. Et très sympa, ça donne beaucoup de charisme au personnage. En parallèle de ça, le médecin, il est très, voilà, il fait très attention, il demande est-ce que vous allez bien, machin, il fait bien attention, il a les cheveux plaqués sur le côté, c'est encore autre chose. L'ingénieur est beaucoup dans la mathématique, c'est un peu des clichés, mais comme ils sont tous joués par le même acteur, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Le mécanicien ressemble à... Vous savez, c'est un mécanicien du cru, il a toujours son torchon sur lui, sale, machin, blabla. Et j'aime beaucoup l'idée. Et il joue beaucoup du fait qu'on peut désactiver ces hologrammes et ainsi de suite dans les effets dramatiques de la série, ça fonctionne vraiment bien. Je pense que c'était une excellente idée, notamment parce qu'il y a un épisode qui joue beaucoup là-dessus, en faisant de Capitaine Rios un mystère, et donc Raffi essaye de trouver, en posant des questions à ces différents hologrammes, qui sont en fait chacun une partie de la psyché du Capitaine Rios, indirectement, à retrouver des éléments pour l'aider. Je vous passe les détails, vous découvrirez comment. Et l'idée est très sympa, vraiment très sympa. Le problème, c'est que je crois qu'il a, encore une fois, je suis même plus sûr, 5 ou 6 versions de lui, et malheureusement, il y en a 2 que j'arrivais pas à distinguer du tout. Je me dis, mais il y a le médecin, et lui, c'est quoi en fait ? C'est le physicien, le machin, et j'avais vraiment pas fait la distinction. C'est-à-dire que, et ça va un peu, je vais aller vers le scénario assez naturellement, parce que c'est un peu la critique que j'ai à faire de la série, rien n'est réellement poussé à terme. Ce qui fait que même les très très bonnes idées finissent par tomber à plat. Mais on va aborder la question du scénario. Mais j'insiste, je trouve le casting, c'est un casting de série B, correct, tout le monde fait le taf, vraiment bien. J'ai oublié de parler de Isa Briones qui joue le rôle de Soji, qui est donc la fille grosso modo de Data, qui fait bien le taf. Je trouve pas que l'actrice soit incroyable, mais elle fait bien le taf. Et je veux pas spoiler plus que ça, j'avais parlé de Seven of Nine, j'aurais peut-être parlé de Seven of Nine maintenant. Pourquoi est-ce que je dois en parler dans le casting ou dans le truc ? Non. En fait, c'est l'actrice Jeri Ryan qui revient, mais je vais en parler plus tôt dans le scénario, vous allez comprendre où je vais en venir. Je pense que c'est un... Non, parlons-en maintenant. Jeri Ryan, donc, était l'actrice qui jouait déjà Seven of Nine dans la série Star Trek Voyager. Elle revient donc dans cette série, devient un personnage récurrent assez rapidement, on le comprend, avec ses enjeux et tout. Je tiens à le lire parce que je sais pas si c'est central ou si les fans de la série vont être énervés par ça, mais c'est quelque chose quand même qui est discutable. Seven of Nine était apprécié parce que c'était un personnage assez, comme je disais, une Borg qui a été assimilée jeune, et dans la série Voyager, il jouait beaucoup sur ce ressort scénaristique du fait qu'elle était Borg, que donc elle avait du mal à ressentir des émotions humaines, que en fait elle avait cette fameuse dynamique qu'on a quasiment dans toutes les séries Star Trek, Kirk-Spock, c'est-à-dire l'humain avec de l'instinct, de la générosité, de l'empathie, tout ça, mais qui peut du coup prendre des risques, qui peut être manipulé, qui prend des risques incompétents, qui prend des décisions parfois à l'emporte-pièce. Et donc en face, la logique qui est incarnée par Spock, ou qui était incarnée par Data dans The Next Generation, et qui là était plus ou moins incarnée par Seven of Nine dans Star Trek Voyager, c'est-à-dire un être qui a du mal, qui est plutôt un être mécanique, un être qui est basé sur la logique, la cohérence, qui va donc avoir des soucis à faire preuve d'empathie, à prendre des décisions grosso modo sur l'instinct et des choses comme ça. Donc il y a constamment cette dynamique-là. Et Seven of Nine était beaucoup appréciée pour cette écriture-là. Mais elle était aussi beaucoup appréciée parce que Jeri Ryan avait une plastique, grosso modo, canon de l'époque. C'est-à-dire grande, blonde, mâchoire carrée, grosses lèvres, grands yeux bleus, sein relativement fort, voilà quoi, vous avez pigé le délire. Et donc la faire revenir, pour moi, c'est un peu un double truc. D'un côté, comme Picard a une histoire avec les Borg, c'est intéressant qu'elle soit là. De l'autre, j'ai eu du mal à voir le côté essentiel de la faire partie de l'équipe et de cette histoire, honnêtement. Et je trouve encore une fois que c'est la même chose. C'est bien de la faire revenir pour les fans, c'est une bonne idée. C'est cool que plein d'acteurs de la série Star Trek The Next Generation soient présents, et je ne veux pas spoiler, je vous laisse découvrir pour les fans. Ce serait vraiment dommage de vous dire qui est là et qui est pas là. Mais encore une fois, c'est pas abouti, et du coup il y a un petit côté fanservice. Jeri Ryan a plutôt bien vieilli. Elle reste toujours une femme absolument splendide selon les canons actuels. Donc je peux pas m'empêcher de voir le retour de Seven of Nine comme quelque chose d'un peu, je caricature, mais gratuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant les autres personnages qu'on retrouve de l'univers Star Trek The Next Generation, à la limite, se justifient plutôt bien. C'est pas parfait, mais c'est plutôt bien. Autant Seven of Nine, j'ai vraiment eu du mal, même si j'ai trouvé le personnage intéressant, assez glauque, elle en a bavé, donc elle est devenue quelque chose d'assez particulier. Mais pour le coup, j'aurais été plus
je suis un peu critique parce que je trouve qu'encore une fois, c'est pas abouti, mais là, c'est un peu plus flagrant. Mais je vais aborder cette question-là en profondeur maintenant avec, oui, on y est enfin, vous pouvez tout à fait me rentrer dedans, le scénario. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Le scénario dans Star Trek Picard, c'est pour moi le point faible. Alors j'insiste, je vous en ai parlé avant, il y a ce désir de rester dans l'univers, de rester fidèle à ce qu'a pu produire Star Trek The Next Generation dans les films, dans la série, donc il y a beaucoup d'éléments probablement. Il y a ce désir aussi de respecter les autres séries, Star Trek Voyager, d'où vient Seven of Nine. Il y a même un docteur qui croise un moment qui fait encore d'une autre série Star Trek, si je dis pas de bêtises, ou qui était dans la série Star Trek Generation quand le capitaine Picard était chef du Stargazer, donc un autre vaisseau que l'Enterprise. Donc j'insiste, il y a vraiment beaucoup d'éléments à gérer et à respecter. On sent que la série voulait le respecter. Mais il y a une première chose qui choque, c'est que dès le début de la série, Picard donc quitte. Cette série fait donc suite à Star Trek The Next Generation. Et si j'ai bien compris, dans Star Trek The Next Generation, Picard n'était pas parti comme ça. Il n'avait pas démissionné parce qu'il était en conflit avec Starfleet. Il était parti de lui-même parce qu'il voulait, grosso modo, je ne dis pas se reposer, mais il était prêt à prendre sa retraite tranquillement. Ce qui n'est visiblement plus le cas. Et à aucun moment, Star Trek Picard justifie ce changement étrange par rapport à la fin de Star Trek The Next Generation. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un souci. Mais surtout, ensuite, l'attitude de Picard est absurde. C'est-à-dire que j'ai trouvé, à un moment donné, qu'on ne justifiait pas le fait que Picard, l'extraordinaire Picard, le mec qui, grosso modo, avait des principes, je veux dire, je vous choque pas en disant que Picard, c'était une forme de nouveau Kirk, il avait, grosso modo... Imaginez Captain Kirk qui d'un seul coup se dit je suis à la retraite, je vous abandonne. Et c'est ce qui se passe, on le voit clairement, prendre soin des Romuliens, et à un moment donné, il décide, il dit voilà, il abandonne tout le monde, et pendant des années. Alors c'est expliqué dans la série plus ou moins, mais je trouvais que ça ne correspondait pas au personnage. Et même si c'est nécessaire pour que le personnage ait une raison de revenir, qu'il ait des choses à régler, la série fait le choix en plus de ne même pas aller au bout de sa rédemption, en la transformant en autre chose. Je vais en parler dans la partie spoiler, s'il faut que je fasse une petite partie spoiler. Désolé, aujourd'hui je vais faire petite partie spoiler sur la fin, mais je vais quand même la faire, parce que c'est un petit coup de gueule. Tout ça pour dire, oui, je suis colère, je suis vénère. Notre amour est plus fort que tout. Tout ça pour dire, on a, dès le départ, pour moi, un truc qui est jamais vraiment résolu par la série, et qui est problématique, c'est voir Picard abandonner des gens, vraiment les abandonner. Ça correspond pas au personnage, ça correspond pas à la série, ça correspond pas au film, ça correspond pas à ce qui lui est arrivé. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants, notamment le fait que la série revienne sur l'idée qu'il a été assimilé par les Borg, et que donc il est traumatisé par ça. Et la série le joue pas de manière très intéressante, encore une fois, elle ne va pas au bout de son idée, je trouve, sur ce point-là, mais elle le met en paix vis-à-vis de ça, c'est pas inintéressant. Mais ça reste peu spectaculaire. Tout ça pour dire qu'on a globalement, constamment cet effet-là. On a des débuts d'intrigue intéressants, et je tiens à le souligner tout de suite, l'intrigue avec autant avec Elnor, je trouve que la série va au bout, et non, en fait, elle va pas au bout à cause de la fin, mais grosso modo, elle va au bout, notamment Elnor en veut à Picard, et lui dit clairement, vous m'avez abandonné, mais en même temps, il est jeune, il a 18 ans quand il se retrouve, du coup, il a encore besoin de ce père, et en même temps, il a été éduqué dans, grosso modo, la théorie religieuse dans laquelle Elnor a été éduqué, c'est que les causes qu'il doit défendre sont des causes perdues. Les causes perdues, c'est ce qu'il doit défendre le plus. Vous allez me dire, est-ce qu'il doit défendre le Front National ? Oui, peut-être. Tu te trouves drôle ? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer ? L'enjeu, à un moment donné, du personnage d'Elnor est très intéressant, et il se marie à des causes, à chaque fois, qui sont quelque part des causes perdues, ça rend le personnage très intéressant, et ça ressemble à Picard, c'est ça qui est plutôt bien écrit et bien amené, je trouve. Notamment leur rapport, puisqu'on les voit échanger des rapports. Mais c'est un des rares rapports entre deux personnages qui va réellement à terme dans la série. Le reste du temps, on est constamment face à des trucs à demi finis. Grosso modo, Picard a un rapport avec le personnage de Soji, la fameuse fille de Data, la fameuse fille en grosso modo synthétique, qui est remis en cause par la conclusion de la série. Je vais revenir là-dessus après, où tout simplement ça perd de l'intensité à cause du choix de fin de la série, notamment de cette saison 1. Donc il y a constamment ce truc de reculer, et je l'interprète dans le fond d'une certaine manière, mais je vais vous en parler après. Je veux juste être clair là-dessus. On a par exemple, je vais prendre des personnages au pif. Le docteur Addison Peel, qui est donc celle qui est fan des androïdes, ainsi de suite, elle a un rapport avec le personnage de Maddox qui est assez ambigu. On comprend très vite qu'ils ont été amoureux, qu'ils ont été ensemble, blablabla. Je spoil à peine. Et elle va avoir un rapport très complexe par rapport à ça.
Mais je trouve vraiment que dans les derniers épisodes, le retournement de son personnage, où grosso modo ses nouvelles capacités ne sont pas explicables, c'est juste le scénario qui en a besoin. Et on a constamment ça, on a Raffi qui a une histoire personnelle très complexe, c'est pas du tout mené à terme, à part quelque part très métaphoriquement, et j'ai envie de dire, elle abandonne très vite aussi. Enfin, il y a ce truc constant de personnages qui sont confrontés à des choses sérieuses, mais la série ne décide de ne pas aller au fond là-dedans, et de tout résoudre sur le fait que c'est un équipage. Et c'est forcé. C'est juste forcé. Dans Star Trek, c'est des gens qui veulent... Dans Star Trek Discovery, pardon, ce sont des gens qui veulent faire partie d'un équipage, qui sont dans Starfleet, et qui ont ce désir à un moment donné d'être ensemble pour faire différentes missions, qui deviennent une famille au fur et à mesure des épisodes. C'est cohérent, c'est le style de Star Trek, c'est baser l'histoire sur un vaisseau ou une station spatiale comme Deep Space Nine, et les gens se côtoient dans le temps, et ainsi de suite, et ils deviennent amis. Là, c'est une aventure, donc l'idée est intéressante, mais le fait qu'ils veuillent tous, grosso modo, in fine, faire partie du même équipage, est très artificiel. Et ça fait beaucoup de mal à la série. Et je parlais avant du fameux épisode où on voit les différents psychés de Rios, mais c'est hyper intéressant, ça aurait pu être drôle, ça aurait pu être fun, ça aurait pu aller loin. Au final, ça accouche non seulement d'ambiguïté, il y a vraiment des versions de lui qu'on n'arrive pas à distinguer, donc déjà c'est mal caractérisé, mais surtout, ça mène pas à grand-chose, encore une fois. On apprend quelque chose sur lui, et voilà. Et c'est tout, et ça revient pas dans la série, c'est pas résolu. Et c'est résolu, ou alors c'est résolu de manière très grossière, du genre le personnage qui te dit « Ouais, je voulais pas faire ça au début de la série, et finalement je l'ai refait. » Ouais, on avait compris la conclusion, vous avez pas besoin de nous le dire littéralement. Il y a de vrais soucis dans le scénario et dans les dialogues qui font beaucoup de mal à la série. L'idée, grosso modo, le thème principal de la série, c'est qu'on fait des choix. Et il faut, bien sûr, quand on dit « je n'ai pas le choix », c'est en général, on se laisse gagner par la peur. C'est cohérent, c'est plutôt bien vu. Mais c'est caricatural et dit frontalement. Et on se retrouve du coup avec une série, je trouve, qui a du mal à être réellement tendue, a du mal à mettre ses enjeux, fait beaucoup d'erreurs. Le dernier plan du dernier épisode, si on ne sait pas ce que c'est, ce fameux cube, c'est un plan qui laisse... Genre, c'est un truc... Je suis resté devant en disant « Ah bon, il y a quelque chose de mystérieux. » C'est-à-dire que je connais un peu l'univers Star Trek et ça m'a souvent laissé à quai. Et comme les différents personnages règlent leurs histoires de manière très... Elles sont pas forcément elles sont liées de manière déséquilibrée. Enfin, vous avez compris ma critique de fond. On a au final une série qui, dans son scénario, souffre à maintenir tout ensemble. Alors qu'est-ce qui fait que la série est pas si désagréable? Comme je disais, il y a des effets spéciaux, tout ça, ça passe. Mais surtout, on sent quand même que Patrick Stewart connaît son personnage. Ce qui fait que l'attachement que les différents personnages ont à Picard, à son mythe, ainsi de suite, pour peu qu'on connaisse un peu les séries, ou qu'on en ait vu vent de loin, ou qu'on ait aimé le personnage de Charles Xavier, je caricature, on s'attache assez facilement à lui, et je trouve que c'est ce qui fait que la série est plutôt agréable. Mais il faut être clair, quand on a vu Star Trek Discovery saison 1 et 2, et qu'on a eu cette intensité-là, scénaristique, les retournements, même s'il y a des erreurs et des problèmes de plot, et des soucis dans les effets spéciaux, et je vous renvoie à ma critique des saisons de Star Trek Discovery 1 et 2, je trouve que Star Trek Picard, sur 10 épisodes, a beaucoup plus de mal à tenir en haleine. C'est une série qui pour moi est c'est pas une déception, mais elle est pas terrible. Si vous aimez les séries Star Trek, The Next Generation, Voyager, que vous êtes un fan de Star Trek, je serais très curieux de connaître votre avis. Est-ce que la série respecte bien l'esprit de Jean-Luc Picard, contrairement à ce que je dis? Et est-ce que vous avez passé un bon moment devant? Est-ce que ça vous a fait plaisir de retrouver les personnages, et ainsi de suite? Moi, perso, ça m'a fait pas plus d'effet de nostalgie que ça, puisque j'adorais pas cette série, clairement. Et je comprends la nécessité de les revoir, puisque quitte à faire revenir le personnage de Picard, il faut faire revenir un peu les différents personnages de Star Trek, mais au final, je ne trouve pas que cette série soit incroyable. Et pour finir sur cette partie scénario, le scénario est clairement inabouti. Et c'est peut-être le terme qui renvoie le mieux à cette série Star Trek, inabouti. Timéo libri rex agitur, ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Star Trek Picard est donc pas une déception, pas un mauvais moment, mais pas non plus une série que je recommande si on connaît pas l'univers. Je vous conseille plutôt de mater Star Trek Discovery saison 1, absolument, parce que c'est vraiment très bien, et saison 2, parce que c'est très bien aussi, même si c'est un peu moins bon. Je veux juste faire ma conclusion avant de faire une petite partie spoiler pour m'énerver un petit peu, mais
Je ne vous déconseille pas de mater Star Trek Picard. Si vous aimez bien ce genre de série, univers spatial, vous n'êtes pas allergique à l'univers Star Trek, vous allez passer un bon moment. Et si vous avez bien aimé Charles Xavier, vous allez aimer Jean-Luc Picard, il n'y a pas de souci. Et il y a quelques bonnes idées, voilà. Oui, je ne l'ai pas dit dans ma critique globale, mais on a pour les chorégraphies de combat, qui est quelque chose dont j'aime beaucoup parler en général, et j'ai oublié, sont en dents de scie. Autant il y a des moments qui sont vraiment bons, dans les premiers épisodes notamment, on a des bastons, c'est bien vénère. Autant dans les épisodes suivants, c'est beaucoup plus bancal, et dans ma partie spoiler, je vais parler en détail de ça dans la partie dans ma critique du dernier épisode notamment. Donc ça pour dire, je peux pas la conseiller en termes neutres, avec toutes les offres de bonnes séries qu'il y a actuellement, qui sont plus intéressantes, je trouve. Mais si vous aimez bien l'univers, vous n'êtes pas allergique à Star Trek, vous allez passer un bon moment, c'est franchement pas mauvais. Mais n'espérez pas quelque chose au niveau de Star Trek Discovery, honnêtement c'est pas le cas. Après ça dure 10 épisodes, Star Trek Discovery c'était 13-15 épisodes, donc c'était quand même un peu plus long. Là honnêtement, globalement les épisodes sont assez courts, et pour peu qu'on ait un petit peu la vague nostalgique, ça va passer. J'ai pas passé un mauvais moment, le message de fond est intéressant sur le choix et ainsi de suite, c'est franchement pas mal. Mais honnêtement il y a mieux, actuellement il y a mieux. Et même des séries qui sont moins bien produites, comme The Witcher, je vous conseille plutôt de mater The Witcher, que je trouve plus complexe, plus dense, mieux écrite, malgré des défauts d'écriture, encore une fois. Donc Star Trek Picard, c'est pas mal, mais honnêtement, il y a mieux à voir en ce moment. Je vais passer tout de suite à ma partie spoiler, et je vous laisserai tranquille après. Il n'y a qu'une seule solution, cette vallée-là qui s'en va vers l'est. Mais c'est coton, j'y enverrai pas un chien vérolé. Oui, petite partie spoiler après la conclusion. Dans les derniers épisodes, vous avez vu la série, hein. Là on est d'accord, vous avez vu la série, vous avez vu les 10 épisodes, sinon je vais tout vous spoiler, hein. Attention. Picard meurt donc à la fin en disant que son sacrifice va pouvoir faire changer d'avis à Soji, et donc qu'elle peut empêcher de devenir l'agent de destruction des races organiques. Et donc, je vais pas faire long sur cette partie spoiler, mais le sacrifice de Picard était une très belle idée. Voir Picard mourir au bout de cette saison 1, je trouve, sachant que les saisons 2 et 3 ont déjà été annoncées, était une excellente idée. J'aurais vraiment voulu que cet équipage prenne corps sans Picard à partir de la saison 2. Et en plus, ça donnait beaucoup de sens à son sacrifice. C'est parce qu'il se sacrifie que Soji change d'avis. Je trouvais ça tellement bien, tellement juste, que quand j'ai vu la ficelle poindre à l'horizon du fameux golem, donc d'un être synthétique, où on pourrait diffuser l'esprit de quelqu'un, je me suis dit, mon Dieu, ils vont refaire le coup de X-Men 3, oui, je spoil, mon Dieu Seigneur, et avec la même lourdeur, avec la même ficelle scénaristique, Patrick Stewart y était. Donc du coup, vous vous rendez compte, ils refont la même bêtise avec lui. Bon bref, tout ça pour dire, on a au final, je trouve, une diminution de la fin et de son impact. Les lecteurs sont émus, on voit Elnor pleurer comme un enfant, c'est super beau. Et ensuite on nous dit non, mais en fait il est vivant, il est dans un golem, et puis il est là pour la saison 2. Et tout le monde revient dans l'équipage, Seven of Nine fait partie de leur équipage. Ah bon, mais pourquoi ? Enfin voilà, et tout commence à se déliter dans ce dernier épisode, et je vais arrêter dans de la prose et vous expliquer ça un peu plus de manière technique. On a les personnages qui sont dans différentes dynamiques, et il manque clairement des plans de réaction. Il en manque plein. Je vais donner un exemple, parce qu'il y aurait... Le dernier épisode demanderait à lui-même d'être démonté pour expliquer à quel point il y a eu des soucis de production, de montage, de tournage probablement, il manque beaucoup trop d'éléments. Je vais expliquer comment. L'équipe composée de Rios, Raffi et donc de Marek, donc de ce fameux Romulien manipulateur amoureux de Soji, qui choisit donc de faire exploser cette fameuse antenne qui permettra à Soji d'appeler cette race alien synthétique qui viendrait tout détruire, machin, pour donner le monde, l'univers aux synthétiques. Donc ils montent tout un plan, on les voit se réunir, il y a toute une histoire autour de ça, il y a Elnor qui dit qu'il fait pas confiance à Marek plusieurs fois, qu'il l'aime pas plusieurs fois, ok d'accord, donc on imagine que ça va aller quelque part, et finalement leur plan échoue, et Soji se retrouve quand même à créer cette fameuse antenne, et c'est Picard qui va lui faire changer d'avis. Mais comme elle discute avec Picard frontalement, devant tout le monde, et qu'on a bien vu qu'il y avait du monde, et Rios, Raffi, Marek et Elnor, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Notamment Elnor, il est supposé se battre là. Et de manière très pratique, on ne voit que Soji dans leur champ, donc tous les autres personnages principaux sont autour, et on ne voit ni leur réaction, ni ce qu'ils font, ni comment on les empêche de faire quoi que ce soit, ne serait-ce que ça. Ça, pour moi, c'est un vrai échec d'écriture qui est assumé au montage. C'est-à-dire, on les met hors champ, c'est bon, de toute façon, ils ont raté. Ah ouais, mais vous venez de nous parler de leur plan pendant 20 minutes, c'était supposé provoquer quelque chose, ça n'a provoqué rien.
Et en plus, ensuite, on voit Picard dire « Je vais mourir, je vais me sacrifier », personne ne réagit, ne serait-ce que Raffi, mais en fait, ils devraient tous réagir. Elnor devrait dire « Non, fais pas ça, papa, je caricature ». Tout le monde devrait réagir, et comme c'est trop long, ou que ça ne fonctionne pas scénaristiquement, qu'on peut pas justifier que Elnor, par exemple, qui est le meilleur combattant du coin, découpe tout le monde, on ne peut pas le justifier, et ben on le filme pas, on le montre pas, on le laisse au champ, il n'y a pas de résolution. Et Picard, la série Star Trek Picard, c'est à vous, dans ces derniers épisodes, à quel point elle est à la masse. Autre exemple, allez, je fais vite, le personnage de Seven of Nine se met à se battre avec la sœur de Marek, la fameuse Romilienne, qui est aussi donc montrée comme une sadique et une traîtresse plus ou moins pendant toute la saison, donc on comprend que c'est grosso modo une méchante à proprement parler, il n'y a aucune nuance par rapport au personnage de Marek, par rapport à son frère qui est quand même amoureux de Soji, et on le comprend assez vite. Et c'est vrai, il ne ment pas sur la question. En l'occurrence, ils se battent et elle est là pour grosso modo montrer que Seven of Nine a tué encore quelqu'un alors qu'elle voulait plus tuer quelqu'un même si elle pense qu'elle le mérite et elle le dit après, je regrette, j'aurais pas dû le faire, je pensais que je le ferais plus mais je l'ai refait. Et t'as Rios qui vient en face qui dit oui, je pensais plus que je suivrais un vieux idéaliste et je l'ai refait. Bon déjà, ça n'a rien à voir, hein. Il y a 2 poids de mesure. Elle c'est une assassin, à proprement parler, et lui il a juste resuivi des gens qui ont du charisme et de l'envie et qui font des choses bonnes. Donc ça... Vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. D'un côté, il y a quelqu'un qui refait quelque chose de très mal, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait juste quelque chose de bien et d'altruiste, et qui en souffre après. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, ce croisement-là, en termes d'écriture et de sens, nul. Mais en plus, ça justifie pas du tout que Seven of Nine fasse partie de leur équipage après. C'est quelqu'un qui a clairement des soucis, dans le mauvais sens du terme, et la série ne modère rien, ne conclut rien. Et c'est constamment comme ça. Et je voulais en parler dans ma partie spoiler parce que je trouve qu'il y a vraiment eu un relâchement dans la qualité d'écriture assez grave. Est-ce que c'est parce que Alex Kurtzman est créateur de cette série et de Star Trek Discovery et que les 2 séries demandent énormément de travail à l'écriture? Probablement. C'est pour ça qu'il y a eu notamment l'ajout des autres auteurs dont je vous ai parlé avant et qui sont venus participer. Akiva Goldsman qui est venu participer beaucoup à l'écriture et ainsi de suite, qui est une valeur sûre du scénario. Je pense qu'il y a eu du rattrapage. Hein. Ça a été compliqué cette saison 1 à terminer. Le fait que Patrick Stewart soit producteur exécutif aussi a créé à mon avis ce phénomène il fera la saison 2 quoi qu'il arrive. Je vous raconte même pas si l'acteur décède, bien sûr je ne lui cède pas entre la saison 1 et la saison 2, comme la série elle est foutue. Mais alors là, foutu, fini, mort, enterré. Donc tout ça pour dire, je dis pas qu'ils auraient dû envisager ça dans l'écriture, mais ça collait bien, c'est une belle fin pour le personnage, et ça faisait monter la valeur de cette saison 1 et de la série, clairement, d'une division, tranquille. Bref, je finis ma critique, vous comprenez un peu mon point de vue et ma déception à ce niveau-là sur Star Trek Picard. Je confirme malgré tout ce que je disais avant, c'est pas une série désagréable à regarder, mais clairement, dans la conclusion, il y a tellement de trous qu'on est un petit peu en mode, il y a mieux quoi. Dans les mêmes thèmes, il y a mieux. Dans le même univers, il y a mieux. Star Trek Discovery. Dans le même style de production modéré, avec des enjeux moraux complexes, The Witcher a fait beaucoup mieux, alors qu'elle a aussi des défauts. Bref, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Facebook et Instagrammer la totale, les amis. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse énormément, à commenter sur la plateforme que vous voulez. Merci encore beaucoup pour votre écoute. Vous êtes nombreux à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.